Le monde au féminin. Le monde au féminin. Féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission interactive hebdomadaire de VO Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous servir et avec moi dans le studio, Édouard Abba, médiateur au tribunal de première instance de Washington DC, président du conseil municipal de Yatesville dans le Maryland aux États-Unis et vous êtes originaire de Guinée. Un grand merci Édouard d'être avec nous. Merci à vous Nathalie. Merci. Alors, vous êtes président du conseil municipal de Yatesville depuis 2015 dans le Maryland, où vous vivez avec votre épouse et vos deux fils. Vous avez été élu en 2013 pour représenter le 4e arrondissement et vous avez été réélu en 2017. Vous êtes un fervent partisan et promoteur de l'engagement civique, inclusion sociale, la transparence et la responsabilité. Vous êtes récipiendaire du prix Mandela King 2013 pour votre rôle pionnier dans la communauté de la diaspora africaine. Vous êtes président du comité des politiques et règlements au sein de l'association municipale du comté de Prince George. Vous êtes membre de l'association municipale de l'État du Maryland. Votre profession, vous êtes médiateur à la division de règlement des différends familiaux au tribunal d'instance de Washington DC. Vous avez donc une expertise en protection de l'enfance, en divorce, et vous avez une maîtrise en analyse et résolution de conflits. Résolution de conflits au niveau des conflits armés ou c'est ça? C'est pas le même type de conflit, mais enfin ça le rejoint. Alors vous êtes diplômé en philosophie et théologie de l'université pontificale Urbaniana à Rome. Merci beaucoup encore une fois Édouard d'être avec nous. Merci Nathalie. Alors quel espace pour les jeunes dans les villes américaines? Quels sont leurs besoins et quel type de réponses apporter? Comment favoriser leur épanouissement, leur bien-être et surtout prévenir la délinquance? C'est des questions un petit peu qu'on va se poser avec vous dans cette émission. Alors vous avez déjà lancé un projet pour la création d'une maison des jeunes dans votre ville ou dans votre arrondissement. Vous pourriez nous parler un petit peu de ce projet? Est-ce que déjà c'est très courant aux États-Unis, une maison des jeunes, comme on le connaît un petit peu en France et en Afrique aussi? Bon, ça dépend, ce n'est pas tout à fait courant de trouver des maisons des jeunes spécifiquement dédiées aux adolescents. Souvent, ce que vous trouvez, c'est des centres culturels, là où tout le monde y a accès, les jeunes, les vieux, les personnes âgées, n'importe qui peut avoir accès. Mais dans ce cas spécifique, nous sommes en train de nous concentrer sur les adolescents, donc les jeunes qui sont, on dirait chez nous, au collège et puis au lycée. Donc, c'est les trouver un espace où ils peuvent se retrouver pendant toute la semaine après les cours. Ok. Il faut préciser que votre commune a 18 000 habitants environ, c'est cela? Tout à fait. Et donc, votre projet, en fait, est-ce que vous avez plus ou moins testé un petit peu, fait des enquêtes pour savoir un petit peu si vraiment c'était recherché par la jeunesse? Oui, tout à fait. L'idée même est venue de la jeunesse parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à Hyattsville, nous avons mis en place, il y a 3 ans de cela, un comité consultatif des adolescents. Donc, ils ont le rôle de se réunir, de pencher sur leurs problèmes ou bien leurs besoins et de faire des recommandations au conseil. Donc, c'est lors de leur délibération qu'ils ont donc fait la recommandation qu'il y ait un centre culturel où ils pourraient se retrouver, un centre des jeunes. Donc, c'est dans ce cadre que nous avons pris le dossier en main et nous avons cette année mis de l'argent dans le budget pour que ce projet puisse voir le jour. Conseil consultatif des adolescents, donc c'est seulement consultatif, pardon. C'est pas un mini conseil communal des adolescents. C'est-à-dire qu'ils ont le pouvoir seulement de proposer, mais ils n'ont pas de pouvoir décisionnel. Tout à fait. Et pourquoi ne pas envisager? Parce que j'ai vu quelque chose de formidable. Vous avez également, c'est le maire qui en fait est une dame, oui. Candace Hollingsworth. Donc vous êtes... La commune s'efforce d'engager positivement les jeunes de Yatesville, comme en témoigne la récente prolongation du droit de vote aux élections municipales pour les 16 et 17 ans. C'est courant ça aux États-Unis ?
C'est un peu rare dans les municipalités aux États-Unis. Bon, vous savez qu'au niveau fédéral, ces jeunes, ces adolescents de 16 et 17 ans n'ont pas le droit de vote. Le droit de vote, c'est à partir de 18 ans. Oui. Mais ici, dans le Maryland, nous avons au moins, disons, au jour d'aujourd'hui, il y en a 7 municipalités qui ont pris cette décision d'élargir, disons, ce privilège aux jeunes de 16 et 17 ans. Et Hyattsville, il y a 2 ans de cela que nous avons pris l'engagement que ça soit le cas. Donc ça va, c'est une façon de faire intéresser les adolescents à la cause publique. C'est vraiment intéressant, moi je trouve ça formidable. C'est dans la presse. Une femme d'affaires de 46 ans, Roy Malik Lowe, a été élue le 12 mai 2018 maire de Banjul, devenant la première femme à la tête d'une municipalité de Gambie. C'est la fille de l'ancien maire de Banjul. Alors donc elle a commencé sa carrière comme réceptionniste d'hôtel avant de se lancer dans les affaires, puis d'étudier les relations internationales en Suède. Elle est la seconde femme à accéder à la mairie d'une capitale d'Afrique de l'Ouest depuis le début de l'année, après la victoire en mars d'Yvonne Aki Sawyer dans la capitale sierra-léonaise Freetown. Entre avril et mai, en Somalie, une jeune femme de 30 ans accusée de polyandrie a été lapidée par une dizaine d'islamistes shebab encagoulés. Le crime aurait été commis dans le district de Sablal, dans la région de la Basse-Chabelle, selon des témoins. Elle était mère de 8 enfants. Ce n'est pas la première fois que les shebabs commettent de tels actes. On le sait, une autre jeune femme de 33 ans avait été également lapidée en 2014. Et l'on se souviendra surtout, entre autres, de la lapidation d'une enfant de 13 ans accusée d'adultère alors qu'elle avait été violée. Le crime s'était produit le 28 octobre 2008 à Kismayo par des shebabs devant des centaines d'hommes islamistes. Édouard, une petite réaction sur la dernière nouvelle là, que je viens d'annoncer. Des femmes qui se font lapider comme ça dans certains pays par on va dire des gouvernements non officiels, par une bande de rebelles, sans qu'on ait une déclaration de qui que ce soit, des Nations Unies ou autre. Quel effet ça vous fait tout cela? Parce que on pensait que c'était terminé, mais finalement c'est pas fini en fait, ça continue. Oui, Nathalie, vous avez tout à fait raison. C'est des événements qui sont choquants, qu'on ne devrait pas cautionner à n'importe quel endroit, dans n'importe quel pays. Mais ce que vous constatez chez nous, souvent, c'est que vous avez des semblants d'État. L'état de droit n'existe pas dans le pays, la justice ne fait pas son travail. Du coup, la gente féminine est marginalisée dans cet effet. Donc, chaque fois qu'il y a quelque chose, elle est considérée comme, disons, coupable, tandis que les coupables, les vrais coupables sont ailleurs, seulement qu'on doit leur donner la voix et l'État doit faire son travail pour traduire ces coupables devant la justice. Alors, on va parler de la police de proximité en faveur des jeunes, parce que ça existe, et vous-même, vous avez un programme comme cela, c'est dans votre commune, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Nous avons pensé qu'il faut commencer à travailler sur les rapports entre les policiers, disons les agents de police et les jeunes, parce que souvent, s'il y a cette peur ou bien cette méfiance entre les deux couches, c'est pas bien pour la suite, surtout dans le contexte actuel des États-Unis où il y a un débat sur la race et les agents de l'ordre. Donc, nous avons décidé qu'il faut créer des programmes où les agents de l'ordre peuvent interagir avec les jeunes. Donc, c'est dans ce cadre qu'au niveau de Hyattsville, vous avez un sergent de la police qui a ce programme, disons, d'après-midi où elle se retrouve avec les jeunes pour blaguer, jouer. Ah bon? Oui. Ah, c'est vraiment, en fait, c'est récréatif, hein. Tout à fait. Ok, mais c'est formidable ça. Et c'est toutes les semaines ou non? Oui, c'est toutes les semaines pendant, disons, l'année scolaire. Ils se retrouvent 3 fois. Et c'est avec des enfants de quel âge en général? Toujours les enfants disons, du collège et du lycée. Ok. Donc, à partir de Donc déjà d'un certain 12 ans, âge. oui.
Et quel type de... Enfin, vous avez déjà assisté à ce genre de programme, oui? Oui, oui. Décrivez-nous, parce que ça a l'air vraiment Donc, sympa. il y a des moments qui sont structurés. La plupart du temps aussi, elle est dans le libre cours d'interagir entre eux. Donc, c'est une façon d'empêcher ou bien d'éviter aux enfants d'aller se promener un peu partout dans le quartier, mais au moins ils sont dans un cadre bien contrôlé. Donc, il y en a qui sont en train de jouer au Scrabble. Vous pouvez voir d'autres qui ont des clubs de lecture qui s'occupent uniquement de ça. Il y en a qui jouent au basketball, il y en a qui jouent au football américain. Donc, tout dépend de l'activité. Elle est déjà là, la maison des jeunes. Elle est tenue par la police de Yatsville. Quelque part, donc, nous voulons élargir justement ce programme parce que pour l'instant, nous utilisons un petit centre dans un de nos parcs, là où il se retrouve donc parallèlement à la maison des jeunes que nous voulons construire. Ce programme va continuer d'exister aussi parce que la maison des jeunes est plutôt dans un endroit qui n'est pas loin, disons, d'un centre commercial. Donc les jeunes pourront être là, mais il n'y a pas d'espace vert à ce niveau. Tandis que ce programme d'interaction avec la police, c'est dans un parc et il y a l'espace vert, il y a tout ce qu'il faut comme support. Parole de femme. La plupart des analystes ont convenu que l'ex-présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, avait réussi à placer l'égalité des genres au cœur de l'agenda de l'organisation. Mais au sein même de la Commission, on parle de discrimination basée sur le genre, selon des notes internes adressées à l'actuel président Moussa Faki Mahamat, obtenues par le Mail and Guardian. Un mémo signé par des femmes en janvier 2018 affirme que des postes importants sont régulièrement refusés à des femmes expérimentées, principalement au sein du département paix et sécurité. Il y a eu une sortie systématique des femmes du plus haut calibre de la commission. Cela a été une tendance constante. L'on se serait même débarrassé des femmes âgées, selon les témoignages de 2 responsables signés par le journal en ligne. Édouard, vous avez parlé des grands espaces, les espaces verts. Quels sont les besoins de la jeunesse, surtout des adolescents? Est-ce qu'on peut être concret? Est-ce qu'on peut mettre des mots bien particuliers sur ce qu'ils recherchent, sur ce dont ils ont besoin dans leur vie sociale en dehors de la famille? Nous pouvons. Il faut constater que ici aux États-Unis, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup les parents. Vous avez le coût des activités, disons, extracurriculaires de l'école qui sont exorbitants. Donc, certains parents n'ont pas les moyens de supporter cela, mais aussi la garde des enfants si vous n'en avez pas les moyens. Donc, ces enfants, souvent, ils se retrouvent à vaquer à leurs besoins. Mais ce que nous envisageons à Hyattsville, c'est justement créer ce contact continu entre les adolescents. Donc, quand ils quittent l'école, ils peuvent toujours rester entre amis et apprendre non seulement à faire leurs devoirs, à lire, à faire les maths, mais aussi une partie de la programmation du centre des jeunes sera aussi les enseigner l'informatique et les apprendre aussi à construire leur CV et autres choses. Donc, les préparer en quelque sorte pour les prochaines étapes. Pas seulement les jouets et autres distractions qui peuvent être là, qui les aident à consolider leurs liens sociaux, mais aussi en nous pensant à la formation intellectuelle de ces enfants. Le taux de délinquance, vous avez des chiffres sur le taux de délinquance dans votre ville ou pas, non? Vous avez une idée ou... Vous savez, ici, la décentralisation est telle qu'il y a différents niveaux où nous pouvons agir. Donc, en ce qui concerne l'école, ça c'est au niveau du comté qui contrôle ça quelque part. En ce qui concerne donc la délinquance juvénile, si vous le voulez ainsi dans le cadre de l'éducation, c'est plutôt le taux d'absence dans les écoles. Et à ce niveau, selon le rapport que nous avons du comté, c'est que en 2017, vous avez au niveau, je pense que j'ai les stats ici, au niveau du lycée, par exemple, en 2017, il y avait 26% de taux d'absence
qui sont, disons, des absences considérées au plus de 20 jours d'absence. OK. Au niveau du lycée? Au niveau du lycée. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup, c'est très élevé. Je pense qu'il y a lieu de travailler là-dessus. Mais comme on l'a dit, compte tenu de la juridiction que nous avons, nous n'avons pas pouvoir sur l'éducation proprement dit. C'est pourquoi nous essayons de mettre en place des moyens pour pouvoir encourager les enfants à aller à l'école. Parce que est-ce qu'on sait pourquoi ils sont absents? Souvent, ça traite avec, disons, les contraintes familiales. Soit les parents ne sont pas là pour déposer les enfants à l'école ou bien ils doivent sortir très tôt. Mais c'est plus facile de sécher les cours au lycée qu'en primaire ou secondaire. Tout à fait. Donc, on a tous connu ça, on l'a tous fait. C'est pas l'exemple à donner, mais c'est beaucoup plus facile parce qu'il faut dire qu'aux États-Unis, c'est très sérieux. Je sais qu'en France, de mon époque, c'était très facile. Mais aux États-Unis, de notre époque, aujourd'hui, c'est quelque chose à ne pas faire. Et tout à fait. Et si vous prenez par exemple au niveau du collège, le taux d'absence était de 11%. OK. Donc il y a parce pratiquement que là, c'est payant en plus. Là, c'est payant, donc peut-être que le jeune est plus sensibilisé pour justement poursuivre sérieusement ses études. Tout à fait. Oui. Oui, mais c'est intéressant tout ça. Et alors, qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Quand vous êtes, par exemple, en conseil communal et que vous discutez sur de tels sujets, quel genre d'idées vous pouvez apporter par rapport à ça? Alors, par rapport à ça, si vous prenez, par exemple, au niveau du lycée, ce que vous avez au niveau des lycées, c'est que nous avons ce qu'on appelle l'officier de ressources au niveau des écoles. Donc, c'est un officier de police. Le travail non seulement d'assurer la paix sociale, la quiétude au niveau de l'école, mais aussi s'assurer que les enfants ne sont pas en train de chômer les cours ou bien de s'arrêter dans les angles. Donc, nous avons cet aspect-là et la maison des jeunes que nous voulons envisager aussi va tenir compte de ça. Donc, comme certaines conditions, tu dois avoir un bon record de participation. C'est très bon marché, tout dépend des revenus absolument. aussi des parents. Il y a d'autres parents qui ne peuvent pas simplement supporter le coût. Mais d'une manière générale, quand on a un très petit salaire, c'est pris en charge aussi. Oui, mais ce que je voudrais dire dans le cas de Hyattsville, notre centre sera 100% gratuit. Donc, il n'y aura pas de coût pour les parents. Donc, c'est comme on l'a dit, c'est une façon d'encourager la jeunesse, de prendre leur futur en main et aussi de leur apporter cette supervision dont ils ont besoin pour éviter des grossesses précoces ou bien des décisions qui vont leur... Parce que la gratuité, c'est quelque chose d'intéressant quand même. C'est ce qui permet d'avancer. Aux États-Unis, tout est relayé par le privé. C'est-à-dire que si vous êtes dans une ville aux États-Unis, que votre enfant veut faire une activité quelconque, il faut aller dans le privé et payer une fortune pour un club, je ne sais pas, de musique ou d'arts martiaux ou de choses comme ça. Alors qu'en fait, on attend un petit peu plus du service public d'une manière générale, quand on paye des impôts en tous les cas. Et très cher aux États-Unis, comme vous le savez. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est pourquoi nous sommes vraiment... heureux et contents que nous avons pris cette décision de créer ce centre parce que jusque-là, tous nos investissements, c'est pour, disons, les grandes personnes. Il n'y avait pas d'investissement direct en ce qui concerne la jeunesse. Les parcs, tout le monde l'utilise. Mais cette fois-ci, c'est spécifiquement pour les adolescents et nous pensons que c'est un investissement qui vaut le coup et qui va aider aussi les parents. Je voudrais apporter des chiffres pour que de l'autre côté... on ait vraiment une idée de ce que ça coûte, tout ça. En 2014, le Maryland a dépensé 543 millions de dollars pour des services de protection de l'enfance. C'est incroyable. Il y a combien d'habitants dans le Maryland? Peut-être 6 millions ou quelque chose comme ça. Donc 543 millions seulement pour le service de protection de l'enfance que vous connaissez très bien à travers votre propre travail. Donc les services de protection de l'enfance, de ce montant, 139 millions étaient des fonds fédéraux et plus de 404 millions provenaient de fonds publics et locaux de l'État. Donc là, c'est des impôts aussi qu'on parle entre autres. Et c'est la suite de la question. C'est la cherté des ressources humaines pour protéger l'enfance en quelque sorte. Alors en fait, on met beaucoup d'argent pour éviter le pire, pour protéger l'enfance, parce qu'il y a des problèmes sociaux dans notre société, il faut le dire. Et du coup, tout cet argent-là, on ne peut même pas le mettre dans les activités, ou en tout cas les choses beaucoup plus récréatives. Donc ça, c'est un réel problème aussi finalement, parce que la jeunesse, là, elle est dans une position... pas très amusante pour une jeunesse qui vit aux États-Unis et on pourrait croire que vivre aux États-Unis, c'est le paradis.
Tout à fait, vous avez raison. Et ce que vous allez constater, c'est que la plupart de ces fonds sont utilisés pour des raisons disons, de renforcer la loi qui est là. Donc, il n'y a pas de prévention. Disons, créons des programmes qui pourront éviter aux parents qui se retrouvent dans des situations pareilles parce qu'ils ont abusé de leur enfant, ou bien parce que l'enfant n'a pas été à l'école, ou bien parce qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. Mais ce que nous pensons que ça serait utile, c'est qu'il faut investir dans la prévention, notamment en créant ces avenues. Donnez-nous une idée de programme préventif. Concrètement, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être d'assurer que ces enfants, la plupart des parents qui n'ont pas les moyens, puissent envoyer leurs enfants dans des garderies publiques gratuites. Ça évite des problèmes aux parents parce que ce que vous avez, c'est que si le parent n'a pas les moyens d'envoyer l'enfant à la garderie et que l'enfant reste à la maison sans supervision, on appelle les services sociaux contre vous. Et ça cause déjà un problème. Donc on ne tient pas compte de quelles sont les raisons, pourquoi vous avez agi de la sorte, mais on pense directement à appliquer la loi. Et si on agit contre vous, ça rentre dans vos records. Vous n'avez pas, du coup, l'enfant va se retrouver dans le système, disons, on appelle le foster care system, de l'adoption, et vous ne serez pas là, et l'enfant-là n'aura pas, disons, l'amour familial ou bien l'apport familial qui est là pour grandir. Donc ça va de problème en problème. On a un taux de pauvreté qui est assez impressionnant. Je m'y perds un peu dans toutes mes feuilles, mais je l'ai noté. Encore une fois, on va dire pour les États-Unis, un taux de pauvreté qui est choquant. Et on a, par exemple dans le Maryland, on n'a que 4% de chômage, ce qui n'est pas grand-chose. 4%, c'est quand même quelque chose, mais bon, c'est minime. Donc, en fait, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, mais avec des salaires totalement médiocres et qui ne peuvent même pas payer des études correctes pour leurs enfants ou même leur apporter à manger. Parce qu'il faut le voir, le rapport là que j'ai cité tout à l'heure, c'est extraordinaire, les chiffres, vraiment. Et là, vous avez raison. Mais, prenez par exemple, disons, quelqu'un qui travaille et qui a le salaire minimum. Vous avez peut-être un $10 à l'heure. Et vous travaillez les 40 heures, en fin de mois, vous vous retrouvez peut-être avec un chèque de $1 500. $1 500, si vous avez un enfant qui doit aller à la garderie, cette garderie, dans notre région... Non, mais il y a des ici, salaires beaucoup plus bas que ça encore aux États-Unis. Il y en a il faut plus le dire. bas que ça. Parce que le SMIC dont vous parlez, il n'est pas en vigueur partout. Il est différent en fonction des États. Il y a des États qui, effectivement, augmentent leur SMIC. Donc, il y a vraiment des salaires très, très bas. Il y en a peut-être qui touchent les $700 par mois. Mais dans notre région, vous prenez ça et vous avez un enfant qui doit aller à la garderie, vous devez payer... ici, le minimum que vous allez trouver, peut-être c'est un $600 ou $700 pour l'enfant aller à la garderie par mois. Vous dépensez ça. Le loyer, vous devez payer. Vous devez payer les soins médicaux, vous devez payer tout ce qui suit comme manger ou bien transport. Du coup, vous vous retrouvez pauvre, malgré que le chiffre de chômage est très bas, comme vous l'avez dit, 4%, mais... le revenu n'est pas là pour pouvoir vivre à un niveau normal. Édouard, on termine par une note positive, en particulier dans votre commune. La jeunesse, comment vous la voyez dans les 10-20 ans à venir? Est-ce que, par exemple, il y a des projets aussi pour la création d'emplois, pour vraiment les investir un petit peu plus dans la vie de la commune, mais au niveau professionnel aussi? Nous voyons une jeunesse engagée, une jeunesse... instruite, une jeunesse éduquée, une jeunesse avisée. C'est justement dans ce cadre que nous avons décidé de les faire voter à partir de 16 ans, de sorte qu'ils s'intéressent à la chose publique, mais aussi qui peuvent se présenter comme des candidats à ces positions. Comme je l'ai dit, le centre, la maison des jeunes, ce ne sera pas seulement pour la récréation, mais l'étude, se construire des CV, pouvoir postuler au niveau des universités pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Et aussi, nous avons des programmes, disons, de stage au niveau de la ville qui sont ouverts à ces jeunes. Et souvent, pendant l'été, il y a des embauches aussi pour ces jeunes, tout juste pour les intéresser à la chose. Parce qu'il y a une réflexion qui se mène aujourd'hui au niveau des municipalités du Maryland, c'est qu'il faut relever le défi en ce qui concerne le personnel des municipalités. C'est un personnel qui tend à être âgé, les gens ne s'intéressent pas trop, mais pourtant... Et puis l'augmenter en nombre peut-être aussi? On l'augmente en nombre, mais aussi rajeunir ce personnel parce que beaucoup ne s'intéressent pas à ce personnel. Pourtant, c'est un personnel qui a de l'impact sur la population. Donc, nous voudrons faire intéresser les jeunes à cet aspect, le faire exposer à la chose publique. C'est la proximité, tout ça.
C'est un travail de proximité que vous faites. Hein. Tout à fait. Merci beaucoup, Édouard Abar. Un grand merci pour votre participation. Un grand merci à Sim Sloumami et à Wagner Robert à la production. À très bientôt à tous. Au revoir. Arrête.